Bonjour à vous tous, ici Dorothée Méfaux pour une nouvelle édition de Ça n'engage que moi. Nous poursuivons les petites chroniques analytiques habituelles. Et pour l'heure, je vais traiter d'un sujet, de plusieurs sujets d'actualité qui inondent les presses, la presse burkinabé. Donc, je suis toujours je porte mon attention, si vous voulez, sur le journal Le Pays, le journal du mardi 27 octobre. Voilà, je vous montre. Qui traite de pas mal de choses, et surtout on parle actuellement on parle beaucoup, que ce soit dans la presse africaine, continentale ou bien sur Internet. En ce qui concerne l'Afrique, on parle beaucoup des élections présidentielles 2015. Et il s'avère qu'en ce moment, donc on a un beau scandale. Un beau scandale qui a lieu en ce moment au Congo-Brazzaville. Vous savez que le 25 octobre, donc il y a eu les élections, enfin tout du moins un projet de modification de la Constitution qu'a proposé le président Sassou Nguesso. C'est-à-dire de lui permettre de briguer un troisième mandat présidentiel alors qu'il en est à son deuxième et que la constitution congolaise lui interdit en fait un troisième mandat et que malgré tout, voilà, on est toujours dans les mêmes on est toujours dans la violation de la Constitution, identique à celle de Compaoré, qui fait que M. Sassou ne se sent pas du tout concerné par rapport à ça, et qu'il s'avère que le projet de modification de la Constitution du 25 octobre a été un bide total, puisque la population congolaise, que je félicite justement, la population congolaise a refusé catégoriquement le référendum qu'a soumis Nguesso, l'excellence Nguesso, et qu'au bout du compte, la population congolaise étant fatiguée de l'excès de pouvoir du président, a décidé de ne pas se rendre dans les bureaux de vote, et quelque part on peut dire que c'était le désert total dans ces bureaux de vote, où pendant des heures les gens étaient assis, les personnes qui étaient dans ces bureaux de vote attendaient donc les électeurs qui s'étaient on va dire presque même pas inscrits, puisque il y a eu une faible participation au référendum, sachant que il y a une rectification à faire de ma part sur un post que j'ai fait sur Facebook, puisque j'ai consulté Internet et il s'avère que les chiffres ont été truqués ou sont erronés dans leur totalité, puisqu'on annonçait 72% de participation au référendum, ce qui sous-entendait que les Congolais étaient partis, ont massivement voté, alors que les chiffres ne sont pas du tout exacts. On veut mettre les gens dans l'erreur sur le net, dans certains articles, puisque la réalité fait qu'il y a eu une faible participation et que contrairement à ce qu'on a dit sur le net, qu'il y a eu un oui massif, ce qui sous-entendait que la population congolaise était d'accord avec le référendum, c'est archi faux, puisque dans le journal Le Pays, le journal quotidien du Burkina Faso, il y a l'information, la source
fiables, c'est que il y a une faible participation et que les Congolais ont refusé le référendum puisqu'ils ne sont pas du tout d'accord avec ce truc. Ils sont fatigués de ces dictatures abusives. Et on annonce là, donc moi personnellement il va falloir que je m'excuse auprès des Congolais puisque je me suis fiée à des faux chiffres annoncés sur internet et j'ai pensé moi que les Congolais avaient été votés massivement et étaient d'accord avec le référendum, alors que pas du tout. Les chiffres étaient faux, donc je m'en excuse auprès des Congolais et je n'arrivais pas à comprendre ce qui avait été annoncé sur internet, sur 72% de participation. Je ne comprenais pas comment se faisait-il. Je n'arrivais pas à comprendre comment les Congolais pouvaient être d'accord avec ça. Et donc, je m'aperçois que les chiffres donc, étaient faux et qu'en fin de compte, les Congolais ont bien réagi et ont refusé le référendum, ce qui est tout à fait compréhensible. Et donc, pour un pays qui est à proximité de la RDC, la République démocratique du Congo, qui justement vit les souffrances et des génocides silencieux, et souffre le martyre dans ce pays sous le régime de Kabila. Donc on est en plein Congo, Brazzaville, RDC sont sur la même longueur d'onde. On veut en finir avec ces dictatures abusives. Donc voilà, donc je vais rectifier ça sur internet, enfin tout du moins le post que j'avais posté hier sur Facebook. Donc je reviens, donc il y a un article donc dans le pays qui est un dialogue intérieur, voilà, un dialogue interne qui parle justement de ce référendum au Congo-Brazzaville. Et donc on peut dire, ce qui est rassurant, c'est qu'on voit en Afrique en ce moment une nouvelle ère qui s'ouvre. Et c'est tout à fait extraordinaire, puisque il faut dire que pendant plus de 400 ans, si ce n'est pas plus, l'Afrique souffre de toutes ces dictatures, de tous ces abus, de toutes ces tortures, de tout. Enfin, donc, je me dis que il arrive un temps, j'avais lu un article d'un chercheur en communication qui est à Bruxelles, je crois bien, et qui avait dit que à un moment donné, quand le peuple est soumis comme ça pendant des siècles ou des années, et tôt ou tard il y a une révolte qui se manifeste, et qu'on ne peut pas soumettre le peuple comme ça vita aeternam. Et que dans le monde, ça s'est bien produit, à un moment donné, vous avez un soulèvement du peuple, et comme au Burkina Faso. Et il y a une nouvelle ère très, très, très rassurante qui se produit. Et vous savez que il y a un temps pour tout. C'est même dit dans la Bible, dans les Saintes Écritures, le Seigneur dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour haïr, un temps pour aimer, un temps pour rire, un temps pour pleurer, voilà. Donc, et quelque part, je pense qu'on arrive la page se tourne, et à un moment donné, c'est comme quand vous lisez un livre, vous passez les chapitres, vous tournez les pages, il y a une fin, il y a un recommencement, etc. Et donc, quelque part, on s'aperçoit qu'en Afrique, on n'accepte plus la soumission. Tout ce qui tourne autour de la négritude, toutes ces souffrances qu'ont vécues les Noirs pendant des siècles, et on passe, c'est le temps de la révolution et de passer à autre chose. Et je dirais, je pourrais intituler le titre de ma chronique La liberté des peuples. C'est la liberté des peuples, l'ère des nouvelles révolutions africaines, et quelque part, c'est ce qui se passe en Afrique. Donc voilà, le peuple burkinabé, lui, a
bien fait passer le message. Donc c'est clair, net et précis. On assiste aussi à un soulèvement aussi au Congo-Brazza. Donc c'est un signe, c'est un bon signe. Et je suppose qu'en RDC, ça va prendre le pas aussi. Et tout ça est très rassurant. Donc, pour reprendre l'article qui est annoncé dans le journal Le Pays, donc faible participation au référendum de Sassou, la réponse humiliante du peuple congolais à François Hollande. Alors, il faut savoir que c'est assez délicat, je vais sur un terrain délicat dans cette chronique parce que ce n'est un secret pour personne, que la France n'agit que pour ses intérêts, mais voilà, je le répète, ce n'est un secret pour personne. Le général de Gaulle disait que la France n'a pas d'amis, elle ne voit que ses intérêts. Et donc, quelque part, la réponse humiliante du peuple congolais à François Hollande, qui a fait comprendre au président français, par son revue, je cite, je lis ce petit passage qui est très convaincant et révélateur. Le peuple congolais, par son refus de se mobiliser massivement dans les bureaux de vote, envoie un signal fort au président français. En refusant de prendre d'assaut les bureaux de vote, le peuple aura montré à Hollande qu'il sait où se trouvent ses intérêts et qu'il n'a pas de leçons à recevoir de ceux qui louvoient et pactisent avec les dictateurs du continent au gré de leurs intérêts et au mépris des règles élémentaires de la démocratie, dont le principe de l'alternance au pouvoir. Donc là, je suis scotchée parce que ce paragraphe est plein de vérité, c'est une grosse vérité, et que personne n'est dupe. Donc Hollande est dans une position en ce moment assez délicate et pas très bien assis sur sa chaise en ce moment, et que c'est plutôt bancal tout ça, parce que on sait qu'au Congo-Brazzaville, c'est un pays qui regorge de minerais, de ressources importantes et aussi surtout de pétrole. Et il s'avère que Sassou avait certainement signé un engagement, un pacte avec la France qui confirmait qu'il allait ouvrir les robinets de son pétrole à la France pendant plusieurs années. Et donc maintenant, aujourd'hui, c'est très délicat parce que Hollande, la France se fait valoir dans le monde comme quoi elle est fervente, invétérée de la démocratie, et quelque part qu'il faut pratiquer l'alternance au pouvoir dans tous les pays africains, qu'elle fait la chasse aux dictateurs comme Obama et le soutien de Mme Merkel en Allemagne. Donc c'est le trio, le triangle, mais quelque part, on a l'impression que la France, elle tatillonne un petit peu comme ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle s'affiche clairement comme quoi elle est contre la dictature, etc. Et de l'autre côté, elle cautionne certains dictateurs. Là, on parle de pactiser avec les dictateurs parce qu'elle y voit ses intérêts. Mais c'est clair et net, et ça ne doit choquer personne. Ça ne doit choquer personne, puisque le monde tourne de cette façon-là et qu'on ne doit pas en être choqué, et que quelque part, Hollande, lui, n'a pas le choix que de pactiser avec certains dictateurs du fait qu'à un moment donné, elle est en alliance avec certains pays pour la fourniture des ressources du pays. Donc quelque part, moi je ne suis pas du tout étonnée. Et donc, mais ce système-là, je veux dire, à un moment donné, il faut que la France se positionne clairement, parce qu'elle joue sur les deux tableaux, et c'est ça qui n'est pas très net, et toute l'Afrique le sait bien. Et donc, on dit dans l'article, on a
l'impression que là, il y a un retournement de situation, que c'est le peuple congolais qui, comme je le cite, aura rappelé aux locataires de l'Élysée qu'il est de son devoir de défendre la démocratie, les populations faibles contre la férule des dirigeants oppresseurs, et qu'au total, le Congo ne saurait s'accommoder d'une démocratie au rabais. Alors j'adore l'expression démocratie au rabais. Ben, c'est tout à fait ça. Et donc, on le dit, il ne devrait y avoir aucune compromission possible avec un dictateur, mais absolument. Alors, soit on s'affiche clair et net, comme quoi on est en opposition totale avec le système dictatorial, ou soit on joue sur les deux tableaux quand ça nous arrange et quand c'est au profit de nos intérêts. Et c'est là que je suis un petit peu fâchée contre la France qui salit un petit peu là son image parce qu'elle est double, et donc personne n'est dupe par rapport à ça. Et donc je pense que le président Hollande doit rectifier ça au plus vite pour le prochain millénaire parce que tout ça n'est pas très net. Et donc, voilà pourquoi j'ai l'impression que dans les années à venir, on ne fera plus confiance à la France parce qu'on va dire qu'elle est double et que quelque part, mais la France a toujours marché pour ses intérêts et donc, mais je pense que là, à un moment donné, ça ne se fera plus en Afrique. Je vous dis, en ce moment, on sent bien qu'il y a une révolution en Afrique à tous les niveaux et que tout ça va basculer. Ces fausses positions, la soumission antérieure qui date de plusieurs siècles, c'est la fin de cette soumission. Regardez l'exemple du Burkina Faso qui est vraiment qui montre justement l'exemple. Et donc là maintenant, ce qui se passe là au Congo, Brazzaville est rassurant, est très rassurant, et qu'on dit non à Sassou pour encore tripatouiller la Constitution. L'exemple de Compaoré qu'on a chassé au Burkina Faso, c'était clair, net et précis là aussi, mais il y a encore certains dictateurs qui font la sourde oreille et qui n'ont rien à faire avec tout ça et qui continuent à outrepasser les lois et qui veulent se maintenir à vie sur le trône. Et moi je dis que là les Congolais doivent maintenir la pression. Hein. C'est très très bien, il faut aller au bout de vos convictions, hein, comme les Burkinabés. Hein. J'ai vu que les Congolais aussi avaient sorti les pancartes Sassou dégage. Je crois que c'est un bel exemple aussi. Hein. Ils ont pris exemple sur le Burkina Faso. C'est la fin des dictateurs. Je vous dis, c'est la fin des dictateurs et que le peuple ne peut plus supporter. Alors les Congolais, bravo. Hein, au Congo-Brazzaville, donc à savoir si maintenant on va pouvoir, malgré que le président Sassou a imposé ce référendum, écoutez, à suivre, hein, est-ce que Sassou va pouvoir régner encore, c'est bien le mot, régner encore en 2016, il peut y avoir un retournement de situation puisque le peuple est absolument contre. Et donc il faut maintenir la pression. Et c'est aussi le rôle de la diaspora congolaise de se garder debout et de mettre la pression au maximum pour soutenir les Congolais à Brazza. Et donc je sais par son président François Mbokou qui dirige le parti RFVPC de la diaspora congolaise dans le monde. Il est en ce moment sur les charbons ardents, voilà, pour maintenir cette pression et soutenir le peuple congolais à Brazza. Et
donc c'est pas plus mal, parce que là on est en plein en phase, on est en phase avec le fait de sauver la démocratie. Et je trouve ça, tout ça est très bien engagé, et on ne doit pas accepter que M. Sassou rebrigue un troisième mandat pour faire perpétuer sa dynastie au profit de son fils, de sa belle-mère, de sa tante, de ses proches, etc. Mais ça a toujours été comme ça, la dictature. Hein. C'est toujours au profit. Voilà, on le dit hein, dans le journal, ces dirigeants qui ne pensent qu'à eux-mêmes, à leurs proches et à leurs privilèges d'une ampleur à donner le vertige, ne pourront pas freiner la roue de l'histoire dans son implacable mouvement vers la liberté des peuples. Voilà, c'est ça. Il y a une fin à tout, et je dis que c'est l'heure à sonner. Dieu, le Seigneur, a observé du haut de son royaume pendant des siècles tout ce qui se passait en Afrique, et je pense que l'heure a sonné. Il y a un temps pour tout, je vous dis. Il y a un temps pour tout. Voilà. Donc là, je suis en train de lire en même temps l'article. Hein. Donc je répète, hein, les chiffres ont été annoncés, 72% de participation au référendum de Sassou est complètement faux. A contrario, la source fiable, c'est qu'il y a une faible participation au référendum de Sassou, et c'était le désert dans les bureaux de vote. Donc, on en conclut que le peuple congolais de Brazza a refusé catégoriquement le référendum de Sassou, sachant aussi que Sassou, d'après la Constitution qui fait une limite d'âge à 72 ans, je crois bien, dépasserait, si on acceptait ce référendum, dépasserait largement la limite d'âge, passerait à plus de 80 ans, je crois, voilà. Donc, il faut le dire, hein, que c'est un message que fait passer les Congolais de Brazza aux Congolais de la République démocratique du Congo, qui eux souffrent depuis plus de 10 ans, avec le dictateur Kabila, et qui, en voyant justement les procédés dictatoriaux de Sassou, pourrait dire, ben moi aussi, je vais aussi briguer un troisième mandat en RDC en novembre 2016, et ça sera comme ça. Ben peut-être que ça ne sera pas comme ça, puisque c'est un message fort qu'ont lancé les Congolais à Brazza, et que c'est un bon signe pour les Congolais de la République démocratique du Congo, qui finiront bien par se révolter eux aussi. Et ça ne sera pas le même nombre de Congolais dans les rues, puisque quand vous voyez l'étendue, la superficie de la République démocratique du Congo, qui sont des millions de Congolais, ce ne sera pas comme ici à Ouagadougou, 1 million de Congolais, mais peut-être 3 ou 4 fois plus. Donc, voilà. Donc, je passe aussi. Alors, vous avez pu constater aussi que le président, son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qu'on appelle Ado, a donc gagné les élections. Évidemment, c'était prévu en Côte d'Ivoire. Hein. C'était tout, l'été était déjà jeté. On s'attendait à une victoire écrasante. Il a bel et bien fait son chaos. Il y a une fessée électorale incroyable. Hein. L'opposition en a pris plein les dents, comme on dit. Et donc, c'était pas étonnant, hein. C'était tout à fait prévisible, puisqu'on a eu affaire à une campagne très très bien montée, une campagne digne des campagnes électorales américaines, et avec un financement énorme, et donc voilà, donc tout ça a été bien ficelé, et la victoire d'Ado n'est pas étonnante. Tout ce qu'on peut souhaiter, voilà, quoi qu'on lui reproche à Alassane Ouattara, c'est de continuer son œuvre et de continuer ses belles réalisations qu'il a fait pendant 5 ans. Laissons-lui encore le bénéfice du doute, et laissons-lui encore
continuer sa progression et aller dans l'émergence. On parle beaucoup d'émergence depuis quelques mois en Côte d'Ivoire. Donc les Ivoiriens n'ont vu que ça. Tout ce qu'ils veulent, c'est sortir des crises. Les violences, ils n'en veulent plus. Ils veulent une nouvelle Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire qui gagne, la Côte d'Ivoire démocrate. Il faut savoir il faut rappeler quand même que il faut être terre à terre et avoir les pieds sur terre. Je veux dire que bon, il faut savoir aussi qu'en Côte d'Ivoire, bon, bon, il y a pas mal de corruption, il faut le dire. Bon, et quand on parle de démocratie en Côte d'Ivoire, bon, on essaye de l'installer là, plus ou moins dans ces pays, bon, à suivre, mais bon, sachant qu'on dit que l'élection en Côte d'Ivoire a été, comment dire, on dit que c'est une mascarade électorale aussi en Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on dit. Bon, je ne vais pas condamner qui que ce soit, mais bon, on n'en est pas loin, quoi. Donc, démocratie, oui, on va dire au compte-gouttes là-bas en Côte d'Ivoire, puisque bon, la corruption, il faut savoir que la Côte d'Ivoire est un des pays les plus corrompus d'Afrique. Ça, c'est une réalité. Donc, bon, restons positifs et en espérant que les Ivoiriens y trouveront leur compte. Voilà. Donc là aussi, dans le journal Le Pays, on parle de la présidentielle ivoirienne. Là aussi, on est, je vous dis, aussi dans un tournant. On dit l'Afrique doit tourner la page des élections bâclées. Là aussi, on est encore dans une nouvelle ère. Et on sent bien qu'il y a un vent de renouveau dans pas mal sur tous les niveaux en Afrique. Et là aussi, on parle des élections, on ne veut plus, on doit tourner la page des élections bâclées. Et qu'on a parlé longtemps de trucage dans les urnes, des élections bâclées comme on le dit, et donc là il est temps, on souhaite aujourd'hui en Afrique, partout en Afrique, on souhaite des élections transparentes, et le mot veut bien dire ce qu'il veut dire, transparentes, des élections de plus de violence à chaque élection présidentielle, parce que qui disait élection présidentielle ou élection tout court disait violence. Aujourd'hui on a dépassé ça, on ne veut plus de ça en Afrique, quel que soit le pays. Élection transparente, élection apaisée, c'est ce qui s'est passé plus ou moins bon, là en Côte d'Ivoire. Surtout, je dirais plus dans l'apaisement. On a compris que ce n'était pas une façon de faire si on pratiquait la violence à chaque élection. Et donc on a commencé à comprendre ça. Donc à prendre exemple sur la Côte d'Ivoire pour tous les autres pays qui vivront des élections présidentielles. Donc là aussi on tourne une page. C'est vraiment, c'est très très rassurant pour le prochain millénaire pour l'Afrique. On passe à autre chose, on a enfin compris que tout ce qui s'est passé avant pendant des siècles doit aller, tout ça, on doit enterrer tout ça et vraiment passer à autre chose pour le prochain millénaire. Et donc c'est très encourageant quand on voit tous ces événements successifs qui vont dans une certaine positivité, voilà, un positivisme vraiment sensoriel. On sent qu'il y a un vent favorable qui souffle sur l'Afrique, à plusieurs niveaux. Et donc ça, moi, ça me rassure beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc ça me plaît. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre là dans le journal Le Pays qui donc parle, voilà, qui surtout traite des élections présidentielles, et puis on a aussi, je crois bien, voilà, donc là, avant de clore cette chronique analytique, je souhaiterais parler justement de la Tanzanie. Alors, qui eux aussi ont vécu, qui elle aussi a vécu des élections générales en Tanzanie, et j'adore la Tanzanie.
Je dis bravo aux Tanzaniens parce que ils sont, la Tanzanie n'est pas du tout plongée dans un système dictatorial. Absolument pas. La Tanzanie a montré, voilà le titre qui est annoncé dans l'article, la Tanzanie apparaît comme un îlot de démocratie dans un océan de dictature. Et donc, on dit qu'en Tanzanie, le président sortant, alors voilà, à prendre exemple, c'est un exemple pour tous les dictateurs qui abusent du pouvoir à vie, c'est un message que je lance à ces dictateurs. Prenez exemple sur le président sortant de Tanzanie, M. Jakaya Kikwete, qui n'est pas du tout candidat, à sa propre succession, contrairement à Alassane Ouattara. Et donc, après, je cite, après ses 2 mandats à la tête de la Tanzanie, l'homme a décidé de faire valoir ses droits à la retraite. Bravo, M. Jakaya. A décidé de faire valoir ses droits à la retraite, ouvrant davantage le jeu politique dans son pays en vue d'une alternance démocratique pacifique. C'est pas beau ça. C'est pas beau ça. Bravo à M. Kikwete qui a su tirer sa révérence, apprendre en exemple. Et que son successeur, le père fondateur de la nation, M. Julius Nyerere, qui lui avait démissionné du pouvoir, engageant la Tanzanie sur la voie de la démocratie. C'était un homme d'État qui avait le sens de l'intérêt général et le souci de l'avenir de son pays. C'est pas beau ça. Ce qui veut dire que même le prédécesseur, le fondateur de la Tanzanie, de la nation, était un homme exemplaire. Donc la Tanzanie, je dis bravo. Qu'est-ce qu'on peut en plus, c'est bon. Il faut savoir, moi personnellement, je pense que les pays anglophones, il n'y a pas photo avec les pays, je veux dire les pays africains anglophones. Il n'y a pas photo avec les pays africains francophones. Ils n'ont pas du tout, ces pays africains anglophones, le même état d'esprit que les pays africains francophones qui sont toujours sous on va dire entre guillemets, la colonisation de la France, et que les pays africains anglophones, c'est pas du tout ça. On n'est pas du tout sur les mêmes rails, on n'est pas du tout dans les mêmes mentalités. Voilà pourquoi l'Afrique anglophone, on peut parler du Kenya, on peut parler de la Tanzanie, de l'Afrique du Sud, voilà, tous ces pays africains anglophones s'en sortent mieux que les pays africains francophones, il faut le dire. Et donc, on voit, c'est un exemple là. On ne s'éternise pas au pouvoir en Tanzanie, on respecte la démocratie, c'est un bel exemple à suivre. Et on dit, enfin la Tanzanie, quant à elle, vient à nouveau de donner une belle leçon de démocratie à bien des pays africains, et ce pour plusieurs raisons. Et je dis oui, absolument, absolument. Et voilà un pays, la Tanzanie, sur lequel on doit prendre exemple dans tout le continent africain, et que là aussi, c'est un message fort en Tanzanie. On fait comprendre qu'on n'est pas du tout, c'est pas comme ça qu'on va pouvoir faire évoluer l'Afrique sous un système dictatorial. Absolument pas. Le prochain millénaire, c'est la démocratie, c'est le respect des droits de l'homme, c'est tout ça. On a dépassé l'époque de l'Afrique de 1930 avec tous ces abus, c'est fini, on passe à une autre ère. Dieu veut ça. Dieu veut ça. C'est le message clair et net du Seigneur qui dit maintenant, vous avez compris que c'était l'ancien système et que la soumission d'un peuple, c'est pas ce que je veux, c'est pas ce qui a été prévu sur terre, et c'est pourquoi vous souffrez. Donc aujourd'hui, l'heure sonnée, on passe à une nouvelle ère,
magnifique et je pense que là, l'Afrique est bien partie pour faire une nouvelle révolution sociale, démocratique, économique, toutes les révolutions que vous voulez, mais dans le sens positif du terme. Et donc, vraiment, je dis que l'Afrique tout entière doit prendre exemple sur la Tanzanie. Donc, bravo les Tanzaniens. Alors là, chapeau. Hein. C'est beau à voir, à lire, à entendre, à voir, c'est magnifique. Et donc, quelque part, je prends l'exemple avec bon, tous ces dictateurs en ce moment qui terrorisent encore certains pays d'Afrique. On a le Burundais Pierre Nkurunziza, on a le Rwandais Paul Kagame, on a l'Ougandais Yoweri Museveni, on a le Sassou, Nguesso, le Congolais Brazza, Joseph Kabila pour la RDC, qui, je cite, se croient investis d'une mission messianique pour leurs peuples respectifs. Je crois qu'à un moment donné, tout ça va finir et que c'est la fin des dictateurs. C'est le règne des dictateurs prend fin. On passe à autre chose. On passe à autre chose. Et moi, je suis très rassurée de voir que l'Afrique va enfin. Ça prendra encore pas mal de temps, je dirais, mais on est bien parti. Dans plusieurs pays d'Afrique, on commence à ouvrir les yeux. L'Afrique de la souffrance, on ne veut plus de ça, c'est fini. C'est fini. Je crois qu'on a dépassé ça et qu'au bout de 400, 500 ans, c'est même plus. Il faut vraiment passer à autre chose et que là, on commence à comprendre. Et c'est magnifique. Hein. Et comme le Seigneur décide de tout, a le pouvoir sur tout, Dieu veille. Voilà comment je termine ma chronique. Dieu veille, voit de là-haut ce qui se passe. C'est très prometteur que le Seigneur bénisse l'Afrique et qu'on puisse, le message a été compris de la part des Africains. Et le Seigneur ne peut que vous accompagner dans ce vent de renouveau. Voilà, c'est magnifique. C'était la fin de ma chronique. C'était Dorothée Nefo, en direct de Ouaga. À une prochaine édition. Bye.